Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire. Je m'appelle Romain Lac, je suis le responsable de la filière innovation au CSI Sud-Ouest. Et donc, j'accueille avec moi Philippe Métayer, la French Tech. Merci Philippe d'être là. Bonjour Romain, bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui va traiter d'un sujet, si ce n'est passionnant, au moins inspirant, qui va nous traiter des usages de la rupture technologique dans le haut débit, la 5G, on ne peut pas la nommer. Et donc, c'est un webinaire qui va lancer une série de webinaires sur des sujets un peu qui nous sortent un peu de notre quotidien et qui doivent vous amener à réfléchir dans votre vie quotidienne à vous, de chef d'entreprise, vous poser les bonnes questions, en tout cas, vous avoir à votre disposition quelques pistes de réflexion, vous donner quelques perspectives dans un contexte où ces perspectives-là sont particulièrement importantes. Donc, on est vraiment ravis de l'organiser avec la French Tech parce que c'était important pour nous de faire vivre des partenariats qu'on a noués avec des gens très bien, les gens de la French Tech à Bordeaux. Merci beaucoup. Ça me paraissait essentiel de pouvoir mettre en avant cet écosystème d'innovation qui est particulièrement foisonnant à Bordeaux et dans toute notre région. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la French Tech de co-organiser avec nous cet événement. Merci Philippe. Voilà, merci Romain, on est ravis évidemment de partager avec vous et nos experts qui vont intervenir tout à l'heure sur ces sujets de rupture technologique et de haut débit. Évidemment de concrétiser par ce premier webinaire, et il y en aura d'autres, avec le CIC Sud-Ouest et dans le cadre de notre partenariat, et puis aussi faire en sorte que justement ça se traduise aussi par des permanences French Tech centrales, c'est-à-dire que vous qui nous regardez, vous pourrez bien sûr prendre rendez-vous avec CIC Sud-Ouest ou d'autres acteurs dans le cadre de French Tech centrale. C'est tout l'objet de notre partenariat. Tout simplement, en quelques mots, la French Tech, notre mot d'ordre, c'est de vous faire gagner du temps aux entrepreneurs, au-delà de tous les chiffres qu'on peut vous présenter et de tous les discours. Ça paraît évident, mais pour concrètement faire gagner du temps aux entrepreneurs, il y a un certain nombre de programmes, un certain nombre d'actions qu'on met en place. Et pour cela, on fédère un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 400 startups et entreprises qui adhèrent à l'association French Tech Bordeaux, qui porte le label French Tech sur le territoire. Mais on fédère quasiment 1000 entreprises technologiques et innovantes sur le territoire. Elles sont toutes accessibles sur notre annuaire en ligne. Et puis, on a bien sûr, grâce à vous, une communauté en ligne fortement engagée qui nous permet de vous faire partager des expériences d'entrepreneurs, des bons plans, des opportunités pour faire en sorte que vous puissiez gagner du temps. Et notre job, c'est faire gagner du temps aux entrepreneurs, mais aussi faire grandir l'écosystème. Alors, on a des partenaires, des événements, des structures d'accompagnement, enfin, tous les acteurs de la chaîne de l'innovation qui sont réunis pour ça. On ne va pas s'étendre sur tous ces sujets. Rentrons vite dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui du haut débit, de la 5G, de ces ruptures technologiques. On va accueillir nos experts et pour les accompagner tout au long de leur prise de parole, j'accueille Michael Lozano qui va les driver sur ce webinaire. Merci à toi, Michael. Merci, Michael. À toi de jouer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire autour du très haut débit, de la 5G en particulier. On va parler de protocole, on va parler de technique, de technologie, mais pas trop, je vous rassure. On va surtout s'attacher à parler d'usage avec nos intervenants. Nous sommes deux intervenants présents physiquement sur place avec moi dans les locaux d'Emera, et puis Xavier, que je vais vous présenter, qui est à distance et qui nous fait le plaisir effectivement de se connecter malgré les contraintes qui sont là. Malgré tout, il est là avec nous et on va pouvoir effectivement aborder toute une série de sujets ensemble. Anne Huguet, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes ingénieur d'affaires au sein de l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. On va en parler un petit peu plus tard. Vous allez nous expliquer ce que fait l'INRIA et ce que vous faites au sein de l'INRIA. Antoine Zboroko, ravi également de vous accueillir sur place. Vous êtes producteur exécutif au sein de l'Holoforge Interactive. Et Xavier Morin, qui est donc à distance, qui est le CEO d'Excelus, qui est une startup. Vous êtes tous bordelais, quasi bordelais, talençais, je crois. Oui, voilà. On va s'atteler durant ce webinaire, on va se donner 30, 35 minutes, 40 minutes à peu près. Évidemment, on va parler de technique, de technologie, mais on va aussi parler d'usage. C'est le sujet qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. On démarrera avec vous, Anne, sur un décor à planter probablement autour de la 5G du très haut débit. Et puis, on parlera ensuite d'expérimentation, puisque tant du côté de l'Holoforge Interactive que du côté d'Excelus, vous avez participé aux expérimentations qui ont été menées autour de la 5G à Bordeaux durant les derniers mois. On va revenir sur ce sujet également.
en l'illustrant le plus possible. On sait qu'il y a beaucoup de tensions autour de cette thématique de la 5G, fondée, infondée. On va aborder ça, évidemment, et surtout, on va essayer d'être très concret, parler des usages qui sont attendus. Anne, pour démarrer, si vous le voulez bien, une question toute bête, toute simple, mais néanmoins extrêmement importante, pendant qu'on termine les réglages audio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce que c'est la 5G? Alors, la 5G, en fait, se définit comme une technologie de rupture. Pourquoi? Parce qu'elle va apporter plus de débit, une latence qui va être plus petite et beaucoup d'objets connectés qui vont pouvoir être sur cette 5G. Donc, en fait, sur une même infrastructure de réseau, on va pouvoir avoir différents types de réseaux et de services. Alors, la 5G, comment ça marche, en fait, en quelques mots? Quand vous vous connectez avec votre smartphone à Internet, vous passez par des fréquences. C'est l'autorité de régulation des télécommunications, donc le gendarme des télécoms, qui attribue ces fréquences aux opérateurs et qui attribue des fréquences pour les réseaux 2G, 3G et 4G. Cette ressource en fréquence, en fait, elle est partagée. Quand vous êtes sur une même cellule, c'est comme un gâteau. Comme ce gâteau, si vous êtes très nombreux à vouloir du gâteau, eh bien, vous allez avoir un tout petit débit et vous allez avoir des toutes petites parts de gâteau. Donc, on associe à la ressource le débit. Sur des fréquences aussi, on va avoir en termes de fréquence la notion de pénétration et la notion de portée. Donc, la portée, c'est plus vous êtes loin, moins vous recevez. Et la pénétration, c'est plus les fréquences sont basses et plus vous pouvez faire rentrer les fréquences pénètrent, plus elles sont basses, plus elles pénètrent dans les immeubles et plus elles ont une grande portée. Ça, c'est des notions importantes pour la suite. On a tendance à parler de vitesse finalement, mais ce n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas le seul sujet. Okay. Voilà. Les fréquences, en fait, un réseau mobile aussi, on va parler de débit. Le débit maximal pour l'utilisateur. Et en fait, ça représente, c'est l'expérience utilisateur, une expérience minimale de l'utilisateur. Et en fait, ça permet de comparer les réseaux entre eux. J'évoque ça parce que je l'évoque aussi après. D'accord, très bien. C'est un sujet qui vous concerne particulièrement. 2 mots sur l'INRIA peut-être, et puis sur votre parcours professionnel qui vous a amené à vous en parler plus spécifiquement de ces sujets. Je suis de formation ingénieur télécom et j'ai travaillé pendant 10 ans à Télédiffusion de France et ensuite pendant 10 ans à l'autorité de régulation des télécommunications dans la direction qui attribuait les fréquences aux opérateurs. D'où cette connaissance sur les fréquences. Alors, il y a un sujet qui paraît relativement évident, c'est qu'on se dit, c'est qu'on va aller plus vite. Est-ce que l'utilisateur final verra vraiment la différence entre le haut débit, le très haut débit, la 4G et la 5G? Alors oui, le client va voir vraiment, l'utilisateur va voir cette grande différence entre la 4G et la 5G. On va passer à la slide suivante. Alors déjà, il faut définir ce que c'est que le très haut débit. En fait, c'est aussi l'autorité de régulation qui a fixé cette définition en disant à 30 mégabits par seconde, vous êtes en très haut débit. C'est le seuil. C'est le seuil, voilà, c'est la limite entre le haut débit et le très haut débit. Donc ça, c'est une définition, c'est normatif, on va dire. Et la 4G aujourd'hui, elle est en termes de débit utilisateur, elle est à 10 mégabits par seconde. Et la 5G, elle va apporter ce très haut débit avec un débit utilisateur qui va être de 100 mégabits par seconde. D'accord. Donc, en tout cas, on aura quelque chose de perceptible, en tout cas, pour l'utilisateur final. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que, sur certains sujets, évidemment, la 4G ne suffit pas? Alors, la 4G ne va pas suffire parce qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux arrivent à saturation. C'est-à-dire que l'ensemble des fréquences aujourd'hui utilisées par les utilisateurs font qu'on arrive à saturation de ces réseaux. Et donc, il y a des fréquences qui ont été définies pour la 5G, 3 bandes de fréquences qui ont été définies. Une première bande de fréquences qui est la bande 700, qui a déjà été attribuée aux opérateurs. Ensuite, il y a la bande 3,5 GHz, donc qui est une ressource en fréquence que j'évoquais tout à l'heure, qui va permettre une autoroute aux utilisateurs. C'est celle-ci qui va faire qu'il y a un saut de technologie. Et en fait, la 3e bande de fréquence qui va... Donc la 3.5 a été attribuée déjà en novembre 2020, c'est très récent. Et enfin, la 26 GHz qui, elle, sera attribuée ultérieurement. Donc, et cette fréquence, je vous parlais de pénétration et de
portée. La bande 700, c'est quelque chose qui porte très loin et qui pénètre très bien dans les immeubles. La bande 3.5, elle a un bon compromis en termes de pénétration et de portée, et elle apporte ce gros débit. C'est cette autoroute. Voilà. Et la 26, ultérieurement, elle va apporter aussi un énorme autoroute en termes de débit. On comprend qu'il y a des avantages compétitifs finalement. On parle d'évolution technologique plus que de rupture à proprement parler. Une question très pragmatique là encore. C'est pour quand? Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment que l'opinion publique débat d'ailleurs sur le sujet. Ça fait un moment que les entreprises s'emparent de cette thématique également. Où en est son déploiement en France en quelques mots? Alors, en quelques mots, donc, la 5G a commencé à être déployée. Hein, on voit la publicité absolument partout sur cette 5G. Pourquoi? Parce que justement, la bande de fréquence 3.5 a été attribuée donc en novembre et donc l'ouverture commerciale a démarré dès la fin de l'année. Donc les opérateurs commencent à déployer leur site avec une logique, on va dire, économique. Ils vont mettre cette fréquence 3.5 sur les sites déjà existants. Et donc, il va y avoir ils déploient là où il y a le plus de monde. La logique économique, là il y a plus de personnes. Donc, c'est rapide. Merci beaucoup, Anne. Je vais me tourner virtuellement, certes, mais me tourner malgré tout vers Xavier. Xavier Morin, donc CEO d'Excellus. Un mot peut-être tout simple pour présenter Excelus, sa solution nomadique, plus précisément, et l'univers qui est le vôtre au quotidien. Oui, merci Mickaël. Déjà ravi de participer à ce webinaire, même si je suis à distance. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Donc, je suis effectivement cofondateur d'Excellus. Donc, nous, on conçoit des plateformes de télémédecine mobile qui s'appellent Nomadic. Et on la déploie depuis maintenant un peu plus de 4 ans sur essentiellement aujourd'hui le territoire national, avec une composante très forte sur la télémédecine d'urgence. Et on y reviendra puisqu'on va voir qu'il y a un lien intime finalement entre les réseaux de télécommunications et les plateformes de télémédecine mobile sur des usages nomades, au plus près des patients. D'accord. Alors, c'est intéressant justement de refaire un petit peu d'histoire, rapidement certes, mais de recontextualiser les choses. Et si on remonte à la source, rappelez que les relations entre la télémédecine et les systèmes de télécommunication sont relativement intimes. Tout à fait. Alors, on n'a évidemment pas le temps, ce serait passionnant hein, de passer du temps ensemble à évoquer l'histoire de la télémédecine, mais juste pour se donner quelques idées. Le berceau de la télémédecine, finalement, c'est la fin des années 60, avec les premières expérimentations, par exemple celle du docteur Kenneth T. Bird à Boston, où il a mis en place en fait un outil de télémédecine entre l'aéroport de Boston et l'hôpital de Boston, tout simplement pour résoudre des problèmes de traffic jam, de circulation. Et là, on est vraiment sur un plateau TV qui a été mis en place pour pouvoir faire de la visioconférence. Et bien évidemment, on a besoin de télécommunications pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Plus proche de nous, en 1968, donc on voit que c'est dans les mêmes années, le professeur Louis Laringue, qui est une personne extrêmement respectée hein, dans le corps médical français, c'est tout simplement l'inventeur des SAMU en France, la même année, en 68. Et c'était donc, je dis c'était parce que c'est quelqu'un qui malheureusement nous a quittés à 96 ans, donc l'occasion de lui rendre hommage il y a 2 ans maintenant. C'était quelqu'un de visionnaire. Et il avait déjà essayé avec ses équipes de construire en fait un appareil mobile qui permettait à des secouristes de pouvoir mesurer des paramètres vitaux et de les transmettre à distance à cette machine que vous voyez en bas qui nous rappelle d'ailleurs des films de science-fiction de la même époque. Et tout ça fonctionnait à titre expérimental et bien évidemment, ça s'appuyait sur des réseaux de télécommunications. On considère effectivement que ces télécoms sont les fondements, les fondations, peut-être plus précisément, de cette télémédecine. Et oui, puisqu'on parle de médecine à distance et de médecine qui s'appuie sur le numérique. Donc, depuis ses origines à la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, le lien est plus qu'étroit. Il ne peut pas y avoir de télémédecine s'il n'y a pas de réseau de télécommunications performant, tout simplement. Et donc, on va le voir sur aujourd'hui donc des plateformes comme Nomadic finalement qui sont on peut dire un héritier de ce que je vous ai présenté avec le professeur Louis Laringue, où là donc c'est une plateforme que l'on a conçue avec Dr Louis Rouxel, médecin urgentiste à Bordeaux, et l'objectif c'était justement de pouvoir proposer un outil numérique mobile qui permette à des intervenants de terrain de pouvoir réaliser un bilan numérique, puisque historiquement, ce bilan était fait uniquement sur papier et transmis par téléphone au médecin régulateur du SAMU. Là, on a une plateforme numérique qui permet de bout en bout de réaliser ce bilan, alors avec des paramètres vitaux, des prises de photos, de la vidéo, éventuellement de la visioconférence, tout un tas d'informations clés pour le médecin régulateur pour l'éclairer dans sa décision. Ok. Est-ce que la 4G vous suffit, ou comme le précisait Anne d'ailleurs tout à l'heure,
elle vous impose certaines limites? Alors, la 4G nous suffit, juste pour se donner quelques idées sur le lien toujours entre télémédecine et télécommunication. Donc là, si on présente un petit peu les grands axes de la télémédecine hein, sur 2 dimensions, à savoir la mobilité d'un côté et puis le volume de données manipulées. Donc par exemple, la téléradiologie qui manipule des volumes de données très importants, mais qui est sur des communications interhospitalières, donc on n'est pas sur des usages nomades. Et à l'autre bout du graphe, tout en haut, on va retrouver sur les usages les plus mobiles, justement cette télémédecine d'urgence, cette télérégulation, où l'intervenant de terrain est au plus près du patient, parce que quand il y a une urgence médicale, on ne peut pas amener le patient au dispositif de télémédecine. C'est plutôt au dispositif de télémédecine de venir au plus près du patient. Et donc, avec ce que l'on fait aujourd'hui avec Nomadic depuis 4 ans, eh bien, nos solutions mobiles s'appuient sur les réseaux 3G, 4G, voire 2G, et on peut arriver à transmettre un bilan simple avec quelques paramètres vitaux et un tracé d'électrocardiogramme, par exemple, qui vont apporter beaucoup d'informations. Mais ce que l'on va voir ensemble sur ce webinaire, c'est que si on se projette sur les futurs usages en télémédecine mobile d'urgence augmentée, et notamment avec les travaux que l'on mène depuis maintenant plus de 3 ans avec Holoforge Interactive, on va voir que ça nous ouvre des perspectives nouvelles et avec des bénéfices extrêmement intéressants pour la prise en charge des patients. Alors, on commence à deviner effectivement quelques implications sur ce futur de la télémédecine, sur la lumière de ce déploiement qui est en cours de la 5G. On voit la télérégulation augmentée, on voit la téléradiologie. Ce sont des nouveaux usages qui tendent à apparaître. Aujourd'hui, est-ce que le socle technologique est suffisant? Alors, les différents actes de télémédecine que je vous présente sur ce graphe, en fait, existent déjà depuis des années, notamment la téléradiologie, mais ce que l'on voit émerger beaucoup avec le Covid, c'est la téléconsultation, hein, donc le fait de pouvoir, par visioconférence, solliciter un médecin à distance. Ce qui est plus récent et ce qui est en train de se renforcer, c'est justement ce que l'on a porté, nous, avec Nomadic, sur la télémédecine d'urgence, même si notre plateforme couvre également la téléconsultation, la téléexpertise. Mais là, on est quand même sur des nouveaux usages, puisque les soignants que j'ai évoqués, que ce soit des sociétés d'ambulance ou des pompiers ou des secouristes ou des aides-soignantes en EHPAD qui sont en lien avec les SAMU et qui leur transmettent ces bilans, eh bien, c'est assez nouveau pour eux. Hein. Historiquement, ils n'avaient que l'appel téléphonique et uniquement un bilan papier qui était rempli de manière très simple. Et donc là, derrière, on a des enjeux en termes de prise en charge, puisque notamment une étude portée par le CHU de Poitiers a permis de démontrer que l'on pouvait réduire de plus d'un quart les hospitalisations inutiles en EHPAD. Donc, ce sont des enjeux qui sont très importants en termes de prise en charge, encore une fois. Okay. On a tendance à être très focus sur la question du très haut débit, de la vitesse finalement, mais il faut aussi préciser qu'il y a un enjeu important qui est celui de la résilience des infrastructures. Un mot peut-être rapidement sur cette future radio des secours. Alors le terme est impropre, mais vous avez le précisé, Xavier, qui permet d'illustrer ce sujet. Oui, alors tout à fait. Effectivement, le débit en soi n'est pas la seule dimension qui nous intéresse. Quand on parle de télémédecine d'urgence, la fiabilité du réseau, elle est fondamentale. Quand on est sur des communications de temps réel, sur un appel vidéo, sur la transmission de paramètres, par exemple, le fait de ne pas avoir de latence ou le fait de pouvoir transmettre des images de plus grande qualité sont particulièrement importants. Et effectivement, le futur réseau radio des secours, c'est le nom aujourd'hui qui est utilisé. Hein, c'est le nouveau projet d'un réseau de communication qui est indépendant finalement des réseaux classiques et qui permet d'être résilient en cas de catastrophe naturelle ou en cas d'attentat ou autre. Historiquement, il s'appelait Antares, il était basé sur des technologies qui sont aujourd'hui datées et avec des débits assez bas. Et donc, il a été décidé que ce réseau des secours s'appuie sur la 4G et la 5G. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. Je me tourne vers Antoine Zborko. Merci d'être là également. Je rappelle que vous êtes producteur exécutif au sein de Holoforge Interactive, dont le métier est finalement d'amener les technologies, l'univers du jeu vidéo dans le monde de l'entreprise. Un mot rapidement sur ce que fait Holoforge aujourd'hui et sur lequel vous êtes positionné. Bonjour Mickaël, merci de m'avoir demandé. Holoforge, c'est une division qui fait partie intégrante d'une société qui s'appelle Asobo Studio, qui est un studio de jeux vidéo basé à Bordeaux depuis une vingtaine d'années. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en jeu vidéo, le réalisme, la richesse d'interaction et la facilité ergonomique qu'on a à prendre en main finalement des systèmes très complexes, on se dit qu'il y a énormément d'usages dans le monde des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle Asobo a décidé de créer cette division dédiée qui apporte toutes ces technos, tout ce savoir-faire reconnu d'excellence propre aux jeux vidéo au monde des entreprises
Donc, on vient créer de véritables outils métiers qui s'appuient sur le même socle technique. On enlève complètement la partie ludique et on vient travailler notamment avec Nomatic sur de la télémédecine et dans d'autres domaines très variés. Et Holoforge travaille énormément en réalité augmentée, même réalité mixte, avec des casques de ce type, notamment le fer de lance de chez Microsoft Technologies, Microsoft HoloLens. D'accord. Un exemple très concret peut-être pour illustrer le propos, celui de Framatome, qui est une entreprise, un groupe, pour le coup, avec qui vous avez déjà travaillé. Quelques éléments concrets sur cette collaboration. Oui, alors on le voit sur le visuel, donc Framatome fait partie intégrante maintenant d'EDF. Framatome fait de la maintenance pour le nucléaire civil, on vient réaliser de l'opération de maintenance sur les centrales nucléaires. On le voit sur ce visuel, l'environnement est extrêmement contraignant. Déjà, pour rentrer dans une centrale, pour aller ce qu'on appelle en zone chaude, il faut à peu près 2 heures. Le moment où vous êtes à la porte de la centrale et le moment où vous êtes ce qu'on appelle en fond de piscine. D'accord. C'est un joli terme pour quelque chose qui est quand même relativement dangereux. Le combustible est sous une piscine, sous un couvert qui fait 30 mètres de haut, etc. Donc tout ça est extrêmement sécurisé et cadré. Il se trouve que régulièrement, dans un bâtiment réacteur, dans une centrale, vous avez plusieurs bâtiments réacteurs. Régulièrement, vous avez un bâtiment à l'arrêt qui est en maintenance pendant plusieurs mois. C'est ici qu'on intervient, puisqu'on a besoin d'être très efficace, on a besoin de renforcer la sécurité des opérateurs qui sont en zone chaude au maximum. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Framatome, on a conçu un dispositif en réalité augmentée qui permet à l'opérateur qui est en piscine d'être ultra efficace, puisqu'il dispose d'une interface et d'un outil tête haute, main libre. Donc on le voit qu'il est en combinaison pressurisée. Il a, on ne le voit pas ici, mais il a 2 paires de gants, etc. Donc c'est vraiment pas l'équipement idéal. Oui, c'est pas les conditions d'usage parfaites pour travailler. Tout à fait. Il a besoin d'être très efficace. Alors qu'est-ce que ça fait le dispositif concrètement? Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Manon, s'il te plaît? On va le voir ici. On a un dispositif de supervision. C'est-à-dire qu'avec le casque, on va venir scanner l'environnement en temps réel, en 3D. On va pouvoir remonter toutes ces informations à un superviseur, donc à un expert métier qui, lui, est en zone complètement sécurisée, en zone froide. Et celui-ci va pouvoir augmenter l'environnement de l'opérateur sur le terrain, d'informations, des notices de montage, des différentes procédures, pouvoir lui apporter son expertise en temps réel, pouvoir pointer des zones de danger, des zones à risque directement. Donc on passe d'une supervision qui initialement était 2D à une supervision 3D. On comprend que le but, c'est pas la gadgetisation, c'est la 5G qui ça. Le but, c'est pas de se faire plaisir pour le plaisir de la vitesse, mais bien de s'appuyer sur une technologie qui est plus efficace pour aider la personne qui est sur le terrain pour rendre les opérations plus sécurisantes. C'est tout à fait ça. On a besoin de faire passer beaucoup plus d'informations que ce dont on avait besoin avant. Pour le moment, on le voit ici sur cette image, le scan a une définition finalement assez mauvaise. On a encore beaucoup d'approximations. On a besoin de débit pour aller beaucoup plus dans le détail. On va avoir besoin de déporter un maximum de calculs en temps réel. Donc on a besoin d'autoroutes. Comme vous le disiez tout à l'heure, d'autoroutes de l'information pour avoir des choses plus précises et augmenter finalement la sécurité de la personne sur le terrain. Alors, on sait qu'Holoforge, avec ce que Xavier l'a dit tout à l'heure, travaille depuis 2017, je crois, depuis 3 ans ensemble, sur un projet de R&D. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vidéo à l'appui d'ailleurs, Antoine peut-être d'abord pour introduire rapidement, et puis Xavier ensuite. Tout à fait. Alors, finalement, on n'est pas très loin de nos cas d'usage pour la maintenance du nucléaire civil, puisque là, on est aussi dans un environnement dans lequel on a besoin d'être efficace, dans lequel la personne sur le terrain a besoin d'être efficace, a besoin aussi d'être accompagné de temps en temps avec des experts à distance. Donc là, plutôt que de remonter le scan de l'environnement, on va pouvoir remonter tout un tas de paramètres vitaux avec la plateforme Nomatic. Et nous, on va lui proposer une interface et des outils, toujours tête haute, main libre, pour qu'il puisse être complètement concentré sur son opération, sur son geste, le renforcement par exemple, une attelle ou autre, et puis sur la saisie des paramètres, des différents paramètres vitaux. Et qu'il ait surtout la possibilité d'être en communication en temps réel avec un expert à distance et que cet expert ait une vision parfaite de la situation
tant sur l'état de santé du patient que sur son environnement et sur la position et ce qu'est en train de faire le secouriste sur le terrain. Ok. Vous aviez quelques mots et quelques images aussi d'ailleurs sur ce projet. Oui, je crois qu'il y a une petite vidéo qui doit être lancée, effectivement, qui permet de rendre plus concret ce que Antoine a déjà très bien expliqué. Oui, on la voit effectivement. Ouais. Patient Assessment Initialization. Lesional assessment enhanced with pictures and videos. Lead ECG. Vous voyez ici, vidéo, production, ça existe vraiment. Vision of the whole assessment. Teletransmission of the assessment. Xavier, c'était tout début 2018 lors du CIS. Oui, tout à fait. Alors, j'attendais que la vidéo se coupe parce que je crois qu'il y a la musique et du coup, c'est difficile de parler dessus. Effectivement, cette première version, elle a été dévoilée au CIS en 2018. Donc, tu l'as expliqué, Antoine. Effectivement, pour nous, c'est l'étape après la tablette, après le smartphone. Quels vont être les outils d'interaction en mobilité? Et donc, pour la télémédecine, pour la prise en charge des patients, on voit tout l'intérêt de la réalité mixte et le fait d'avoir des interfaces holographiques qui libèrent les mains du soignant. Il y a un véritable enjeu derrière à ne pas détourner l'attention d'un soignant. On a tous peut-être vécu cette désagréable sensation parfois que le médecin s'intéressait plus à son ordinateur qu'à soi-même. C'est un vrai sujet. Et donc là, on est sur quelque chose à fort potentiel. Donc, on est en train de travailler sur une deuxième version ensemble qui sera dévoilée au Mobile World Congress à Barcelone. On va aller encore plus loin en termes d'expérience utilisateur et en termes de bénéfices pour le soignant et pour le patient in fine, avec notamment la possibilité de vraiment pousser des guides à distance pour assister un intervenant de terrain par un médecin à distance. Ce que je voudrais dire aussi, préciser, c'est que donc l'intérêt de la 5G par rapport à ça, Antoine l'a dit, hein, il y a ce flux de données supplémentaires à faire parvenir. Ce que l'on observe aussi, c'est qu'on va vers des architectures de plus en plus distribuées. On a certes tous dans nos poches des smartphones très puissants, mais néanmoins, le temps passant, et je pense notamment au sujet des intelligences artificielles qui nous intéressent beaucoup, on va dans des traitements qui sont de plus en plus faits à distance, dans le cloud, comme on dit, et pas faits par le dispositif mobile lui-même. Et idem pour la reconnaissance vocale, quand on est dans la médecine, on a besoin de traitements puissants. Et là, la 5G va être hyper intéressante aussi pour pouvoir réaliser ces traitements à distance et apporter du bénéfice pour l'utilisateur de terrain. C'est un sujet important. Antoine en particulier, ces évolutions, ces révolutions technologiques sont nécessaires pour inventer les usages de demain, c'est une chose, mais aussi, j'allais dire, les supports de demain. Oui, tout à fait. On a besoin, pour passer certains usages, on a besoin de passer des paliers technologiques. En dessous de ces paliers, on a des technologies qui ne sont pas acceptables, qui restent à l'état de preuve de concept et qui ne seront jamais déployées, puisqu'elles ne seront finalement, elles n'auront pas atteint un niveau d'acceptabilité pour l'utilisateur. Ici, nous, on travaille avec Microsoft parce que c'est vrai qu'ils ont tapé fort dès le début avec leur appareil Microsoft HoloLens. On a tous les ingrédients, donc on a passé ce palier technologique qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir dans le numérique quelque part sans écran. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, numérique sans écran. On a toujours connu l'informatique dans un écran, que ce soit un écran de PC, de tablette, de smartphone, etc. Là, d'un coup, le numérique est autour de nous, le support est autour de nous. Et pour ça, il fallait atteindre un certain palier technologique. Avec la 5G, on a un autre palier, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le déport de calcul. Donc, on va certainement pouvoir miniaturiser aussi tous les appareils. Je vous ai ramené un exemple ici, donc vous avez le cas de Microsoft, qui est, je vous l'ai dit, le fer de lance.
de le faire entrer dans les usages communs, puisqu'on a réellement des usages dans tous les domaines professionnels, mais aussi des usages pour le grand public. C'est important parce que quand on met les deux casques l'un d'un côté de l'autre, on se rend bien compte effectivement de la miniaturisation et donc derrière, évidemment, de l'adoption qui paraît plus facile avec ce qui ressemble surtout à de très jolies lunettes de soleil, un peu voyantes, rouge French Tech, c'est parfait, c'est bizarre. Et puis effectivement, un casque relativement volumineux. On rentre dans la toute dernière partie de ce webinaire. Le temps passe vite, donc on va essayer de j'allais dire, de répondre en quelques phrases à chaque fois, puisqu'on va parler de signaux faibles rapidement, et puis on va parler évidemment de cette question de l'acceptabilité environnementale, cette fois-ci, de la 5G et du très haut débit. Rapidement, à nous que vous inspirent les exemples qu'on vient d'évoquer en matière de télémédecine, en matière de maintenance, de formation, on imagine aussi. En fait, tous ces exemples viennent illustrer qu'il y a de plus en plus besoin de nouveaux usages qui nécessitent justement des débits avec la télémédecine, le bilan numérique, la téléradiologie, donc plein d'informations qui vont transiter par ces réseaux. On voit aussi typiquement le déport de calcul, donc il va falloir s'étudiant. Et aujourd'hui, les fréquences qui sont actuellement disponibles ne permettent pas de répondre à cette augmentation de trafic. Et donc la 5G, c'est le seul palier, c'est la seule évolution évidente qui va permettre de découler tout ce trafic. Xavier, quel est l'impact que vous attendez à long terme, cette fois-ci, d'évolution des télécoms sur cette filière santé et e-santé? Je ne sais pas d'ailleurs si le distinguo mérite encore d'être fait entre santé et e-santé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael. La santé et de la e-santé aujourd'hui et de plus en plus. Je pense qu'on a bien vu ensemble là cette convergence et les perspectives, encore une fois, que nous ouvre ce très haut débit. À partir du moment, bien sûr, on est sur des usages qui sont nomades, bien évidemment. Mais on observe quand même, et moi, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon quotidien, je suis quand même souvent connecté en 4G, même si je suis à mon domicile, par exemple. Donc, on voit bien aussi que je pense par exemple à l'infirmière mobile, typiquement, qui est vraiment une pratique qui est en train de se développer, l'infirmière en télémédecine qui va pouvoir assister un médecin à distance, venir au domicile des patients pour faire des téléconsultations assistées ou pour de l'hospitalisation à domicile, etc. Eh bien, elle aura besoin d'avoir une très bonne connexion 4G pour pouvoir bénéficier de tous les outils numériques qui lui seront mis à disposition. Elle ne va pas aller se connecter à la box ADSL ou à la fibre optique du patient, bien évidemment. Antoine, donc, il y a tout un tas de scénarios. Sur les questions d'information, sur la maintenance, sur le tourisme, là aussi, les impacts sont attendus comme étant très importants. Oui, tout à fait. J'avais préparé une petite vidéo un peu prise sur les villes, si on peut la mettre, pour illustrer un peu le futur de la communication. Communication qui sera aussi dans 5G. Voilà, donc c'est un test pris sur le vif au bureau. Ici, on a ce qu'on imagine être le futur de Zoom, de Teams, de Skype. On parle de holoportation, on parle de vidéo volumétrique. Donc voilà, on est plus sur de la vidéo classique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la numérisation d'une personne. C'est du temps réel. C'est un avatar virtuel? Non, c'est une personne qu'on filme avec une caméra qui fait capteur de profondeur. Ça tombe bien, les smartphones sont plus équipés. Et ensuite, on peut donc voir cette personne avec un casque comme ceux qui sont présents. Donc, on passe un cap, on passe un palier dans la communication, dans la télécommunication. À ce moment-là, les usages, ils sont vraiment dans l'éducation, la médiation. C'est vraiment très très large. Et pour répondre à ta question, quels sont les usages de demain? Quels sont les usages aujourd'hui de Zoom, de Teams? Ils sont les coûts de la société. On peut imaginer un conducteur de grue qui apprend à l'utiliser dans la cabine, mais effectivement avec chacune de ces actions qui sont virtualisées, ce qui lui évitera de détruire les immeubles à côté. Ce qui est fascinant, c'est qu'il peut être dans une grue réelle ou une grue virtuelle, et que le formateur peut être mis en réel ou en virtuel, et finalement, une notion d'espace, de proximité, trop importante. Merci beaucoup. Je vous invite, si vous avez des questions,
à nous les écrire hein, et on essaiera d'y répondre autant que possible dans le temps qui nous est imparti. Anne, je voudrais quand même aborder avec vous, avant de conclure, la question de l'acceptabilité environnementale du très haut débit et de la 5G. Derrière, il y a évidemment un enjeu très important, ce sont des changements de terminaux mobiles, c'est une consommation qui est attendue comme étant plus importante en termes de données. Évidemment, on doit prendre soin de notre planète. Très factuellement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet dans l'état actuel de nos connaissances? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que cette nouvelle technologie, elle suscite tous ces débats d'acceptabilité environnementale. Est-ce qu'elle va consommer plus? Quel est son impact carbone? Ce qui est sûr, c'est que la 5G, elle ne peut pas être pire que la 4G. Et elle devrait, en tout cas, à mon avis, elle devrait même être meilleure parce qu'elle a été conçue pour être moins énergivore. Pour ça, est-ce qu'on peut passer la petite slide sur la 5G? Donc, en fait, la 5G a été conçue pour être moins énergivore parce qu'elle va utiliser des antennes actives qui permettent directement à un signal radio d'aller directement vers l'utilisateur, vers là où il y a un besoin, au lieu d'être diffusé de façon continue vers l'ensemble des utilisateurs, comme ça peut l'être pour la 2G, la 3G et la 4G. Donc ça, c'est valable, ces petites antennes actives pour la 3,5 GHz. Donc il va y avoir ça. Les équipements aussi sont conçus pour ces quand il n'y a pas d'utilisateur. Donc déjà, on voit que ça sera moins énergivore. Et d'un point de vue de l'impact environnemental, de l'impact sur l'impact carbone, il y a le Haut Conseil pour le climat qui a produit un rapport en décembre dernier et qui indique que la majorité de l'impact carbone de la 5G est liée à la production des terminaux. Donc, de fait, c'est que pour avoir la 5G, il va falloir qu'on achète des terminaux. Dans cet impact, il y aura un impact environnemental, ça c'est sûr. Voilà. Après, c'est un sujet à arbitrer, évidemment, voilà, en pleine conscience conscience. de la part des citoyens, des constructeurs, des élus, évidemment. Merci beaucoup à tous les trois. Anne, Antoine et Xavier, bien sûr, qui est à distance. Merci d'avoir pris le temps d'illustrer de manière très concrète, effectivement, quels sont les impacts attendus du très haut débit et donc de la 5G. Merci évidemment aux équipes de CIC Sud-Ouest qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Merci à Emera, évidemment, pour l'accueil, qui est toujours très qualitatif. Rendez-vous très vite pour un prochain webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt. 37 minutes.